Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre première édition du soir sur Al-Oula. Voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé ce lundi au Palais Royal à Fès un conseil des ministres consacré à l'adoption de 2 projets de loi cadres, d'un projet de loi et de plusieurs projets de décrets et conventions internationales, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal. Grande cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition du concours international de récitation, mémorisation et psalmodie du Saint-Coran à Dakar, organisée par la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains. L'édition 2021 a connu la participation de près de 90 candidats. L'opération Marhaba déploie ses ailes. Les Marocains du monde regagnent en masse le royaume pour des vacances bien méritées. Nous allons à la rencontre de nos compatriotes établis en Floride, de Home Sweet Home. Ils se réjouissent de pouvoir rentrer au pays et savourer les retrouvailles avec leur famille. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal à Fès un conseil des ministres consacré donc à l'adoption de 2 projets de loi cadres, d'un projet de loi et de plusieurs projets de décrets et conventions internationales. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal. Les développements avec Iman Ablo. Au début des travaux du Conseil, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration a présenté un exposé devant Sa Majesté le Roi sur le projet de loi cadre relatif à la réforme fiscale. Préparé en application des hautes orientations royales et sur la base des recommandations des Assises nationales sur la fiscalité tenues en mai 2019, ce projet vise à instaurer un système fiscal efficace, juste, équitable et équilibré qui permet de mobiliser tous les potentiels fiscaux pour financer les politiques publiques, promouvoir le développement économique et réaliser l'inclusion et la cohésion sociale. Ce projet fixe les principes de base et les objectifs relatifs à cette réforme qui porte essentiellement sur, premièrement, le renforcement des droits fondamentaux à travers un système fiscal basé sur le respect de l'égalité de tous devant l'impôt, l'équité fiscale, le droit à l'information et la garantie des droits du contribuable et ceux de l'administration. Deuxièmement, la protection du contribuable contre toute interprétation abusive des textes juridiques de la part de l'administration fiscale, le renforcement de la relation de confiance entre cette administration et le contribuable, la garantie du droit de recours pour les 2 parties et de l'indépendance des instances fiscales compétentes, en plus de la création d'un observatoire national des impôts. Troisièmement, l'instauration d'un système fiscal au service de la compétitivité, de l'innovation et de la création d'emplois et la mobilisation du plein potentiel fiscal pour garantir un meilleur financement des politiques publiques. Quatrièmement, l'orientation du système fiscal vers le renforcement de la solidarité, surtout pour le financement des filets sociaux de la protection sociale, comme la couverture médicale, les allocations familiales, ainsi que pour la réduction des inégalités sociales. Il vise également la réforme de la fiscalité des collectivités territoriales afin de leur garantir des ressources permanentes en droite ligne de la détermination de l'État à revoir et à simplifier les règles afférentes à ces impôts et leur harmonisation avec les dispositions régissant les impôts de l'État. Par la suite, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration a présenté devant Sa Majesté le Roi les grandes lignes du projet de loi cadre relatif à la réforme des établissements et entreprises publiques. Élaboré conformément aux hautes orientations royales contenues dans les discours du trône et de l'ouverture du Parlement pour l'année 2020, ce projet vise la mise en place des principes et objectifs encadrant la réforme globale et progressive des établissements du secteur public, notamment à travers la mise en place d'un programme de restructuration des EPP par leur regroupement ou leur fusion ou par leur dissolution et liquidation, l'encadrement de l'opération de création de nouveaux établissements et entreprises publiques et leur participation au capital des entreprises privées. L'impulsion d'une nouvelle dynamique au secteur public, l'accroissement de l'efficacité du contrôle financier de l'État, la mise en place des mécanismes garantissant la cohésion, la coordination et la complémentarité entre les différents établissements et entreprises publiques. L'adoption d'une approche contractuelle entre l'État et ses établissements et entreprises en vue d'augmenter leur performance et d'améliorer leur gouvernance. La transformation des établissements publics qui exercent une activité commerciale en société anonyme.
Ce projet de loi cadre permettra d'établir le cadre juridique pour la création de l'Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l'État et du suivi de la performance des établissements et entreprises publiques. Le Conseil des ministres a approuvé ces deux projets. Le projet de loi cadre relatif à la réforme fiscale et le projet de loi cadre relatif à la réforme des établissements et entreprises publiques. Le Conseil a aussi approuvé un projet de loi modifiant et complétant la loi sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui a été adopté dans le cadre de la ratification par le Royaume de la Convention internationale à ce sujet. Ce projet vise l'actualisation du tableau 1 annexé à ladite loi à travers l'ajout d'une série de produits chimiques qui ont été ajoutés à l'occasion de la conférence de La Haye tenue en novembre 2019, ainsi que la révision des tableaux annexés à cette convention en vertu d'un texte organique vu leur aspect renouvelé. Dans le cadre de la très haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les ayants droit des martyrs de la nation, les mutilés lors des opérations militaires et les rapatriés et les ralliés militaires, le souverain a donné son approbation à un projet de décret portant exonération de cette catégorie des droits de la conservation foncière et mettant à la charge de l'Agence nationale de conservation foncière, du cadastre et de la cartographie les frais d'établissement des dossiers techniques réalisés pour leur compte. S'agissant du domaine militaire, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a donné son approbation pour deux projets de décret relatifs respectivement à l'application de la loi relative au matériel et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions et de celles ayant trait à la cybersécurité. Le premier projet fixe les mesures permettant l'exercice des activités de fabrication, des matériels et équipements liés à ce domaine, ainsi que les opérations d'importation, d'exportation et de transport y afférentes. Quant au second projet, il fixe les règles applicables en matière de sécurité des systèmes d'information propres aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements et entreprises publiques, ainsi qu'aux infrastructures de base à caractère vital et aux prestataires privés. Dans le cadre du respect par notre pays de ses engagements internationaux et ses efforts pour le renforcement de la coopération et du partenariat avec un ensemble de pays frères et amis, le Conseil des ministres a approuvé 11 conventions internationales, dont 3 conventions bilatérales et 8 multilatérales. Les conventions multilatérales concernent les espaces africains et arabo-islamiques et les espaces internationaux multilatéraux. Sur le plan africain, ces conventions portent sur la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières, la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel, ainsi que la Charte africaine de la jeunesse qui vise à promouvoir la situation des jeunes dans le continent, à réduire les disparités du revenu et à promouvoir les systèmes d'enseignement. Sur le plan arabo-islamique, 2 conventions portent sur la libéralisation du commerce des services entre les pays arabes et le statut de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, qui vise à mobiliser les ressources financières et agricoles en vue d'assurer la sécurité alimentaire des États membres. Au niveau multilatéral, les conventions approuvées portent sur l'adhésion du Royaume à la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation, au protocole relatif à la Convention internationale sur les lignes de charge et à l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. À l'issue des travaux du Conseil et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. Hicham Znati Sarghini, directeur général de la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise. Et à l'initiative du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, Sa Majesté le Roi a nommé M. Youssef El-Barri, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Enfin, et à l'initiative du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Sa Majesté le Roi a nommé M. Mohamed Kenbib, directeur de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc.
Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste feu Abdelmoun'im El Jam'i. Le souverain y affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de Abdelmoun'im El Jam'i après une brillante carrière artistique qui lui a permis de figurer parmi les pionniers de la chanson marocaine moderne. Sa Majesté le roi dit se remémorer avec estime les qualités du regretté, sa passion pour son art, son patriotisme sincère et son attachement aux constantes de la nation et à ses sacralités. Le chef du gouvernement de transition en Libye et au Maroc, Abdelhamid Dbeibah, a eu aujourd'hui des entretiens avec le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye a salué les efforts déployés par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour le soutien de la cause libyenne et l'appui à l'organisation des élections et au processus politique et économique en Libye. Nous sommes reconnaissants au Maroc, roi, gouvernement et peuple, d'avoir réuni les Libyens à Bouzneka, Srerat et à Tanger. De son côté, Saad El Othmani a indiqué que le Maroc aspire à la réussite des prochaines échéances électorales en Libye, prévues le 24 décembre prochain. Le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye s'est entretenu également avec les présidents des deux chambres, Habib El Malki et Hakim Ben Shemmash. Direction Rome, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cet entretien s'est déroulé en marge de la participation de Nasser Bourita à la réunion ministérielle de la coalition internationale contre Daesh. Il a porté sur le partenariat stratégique bilatéral et les moyens de le renforcer dans le cadre de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour des relations multidimensionnelles fortes entre le Maroc et les États-Unis. Les deux parties ont également discuté des prochaines échéances bilatérales et de certaines questions régionales dans lesquelles le Maroc joue un rôle important, notamment en ce qui concerne le Moyen-Orient et la crise libyenne. Nasser Bourita a donc représenté le Maroc à la réunion à Rome de la coalition mondiale contre Daesh. Parmi les objectifs de cette réunion, maintenir la pression sur les résidus de Daesh en Irak et en Syrie et contrer les réseaux de l'État islamique ailleurs, notamment en Afrique. À l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a affirmé que les groupes terroristes sur le continent africain se sont montrés prêts à coopérer avec les réseaux du crime organisé et les groupes séparatistes. Le Maroc et l'Union européenne conviennent de construire ensemble un partenariat vert. Le lancement de ce partenariat a eu lieu à l'occasion d'un événement réunissant des membres du gouvernement et de hauts responsables européens. Ce partenariat identifie la coopération en matière d'énergie comme une priorité qui s'ajoute à bien d'autres priorités comme la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement et la promotion de l'économie verte. Direction à présent Dakar, la capitale sénégalaise a abrité à la grande mosquée de Dakar une grande cérémonie de remise des prix aux lauréats de la deuxième édition du concours international de récitation, mémorisation et psalmodie du Saint-Coran de la Fondation Mohamed VI des Ulémas africains. Organisée à distance du 1er au 3 mai dernier en raison de la situation épidémiologique due à la Covid-19, l'édition 2021 du concours a connu la participation de près de 90 candidats de différents pays africains. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Dakar, Mohamed Reda Al-Abidi, Amin Sharqawi, avec un commentaire signé Mariam El Messi. Ils sont venus des 4 coins d'Afrique, tous unis par leur affection du Saint-Coran. Nous les avons retrouvés hier à la grande mosquée de Dakar. Dans le silence et le recueillement, leur voix s'élève et apaise. 86 candidats en lice dans 3 catégories. Mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran avec récitation selon la lecture Warsh Nafi'. Mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran avec récitation selon la lecture choisie par le candidat. Et psalmodie, tajwid, avec mémorisation d'au moins 5 hizb. Après des éliminatoires coursés, l'heure est à la consécration.
Je suis très heureuse de remporter la compétition et de glaner le premier prix parmi des candidats hommes. Je remercie le bon Dieu. Louange à Allah de nous avoir accordé le courage d'apprendre son livre et de prendre part à cette honorable compétition. La concurrence était rude. Je ne m'attendais pas à figurer parmi les 3 premiers lauréats. Une émotion partagée en totale communion. Quoi de mieux que la parole de Dieu pour réunir d'un bout à l'autre le continent? Une noble tradition coranique que le prix Mohammed VI de récitation, mémorisation et psalmodie du Saint-Coran consacre pour la 2e année. C'est sans surprise que cette clémence émane d'un pays comme le Maroc. Le royaume a joué un rôle crucial dans la diffusion de l'islam à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes fiers de tenir cette cérémonie coranique marocaine à Dakar dans l'enceinte de la grande mosquée, ce lieu saint édifié par feu Sa Majesté le roi Hassan II. C'est un événement parmi tant d'autres porté par un pays qui fait la gloire des musulmans et des Africains. Ce pays connu pour faire connaître l'islam, le Coran et le prophète. Cette haute considération a toujours été accordée par les rois du Maroc tout au long de l'histoire millénaire du royaume. Dire que nous vivons un moment exceptionnel puisque nous assistons à la grande cérémonie de remise des prix pour les lauréats du Saint-Coran. Il y a 9 lauréats. Parmi ces 9, il y a 3 Sénégalais. Suite à ce grand avantage pour les Sénégalais, on a décidé de choisir Dakar pour manifester notre soutien pour la section et aussi pour soutenir toutes les actions qui ont été entreprises. Une identité islamique préservée et porteuse d'un message fort, celui d'un islam tolérant et fédérateur. Marhaba 2021, les Marocains du monde regagnent en masse le royaume pour des vacances méritées après de longs mois d'attente. Une opération qui, cette année, se fait dans des conditions gratifiantes en exécution des hautes instructions royales. Nous sommes allés à la rencontre de nos compatriotes établis en Floride. Reportage Mohamed El Hjem et Oumaima Ramli. Au cœur d'Orlando, un restaurant purement marocain. Réputé pour ses plats, les clients viennent de très loin pour goûter aux délices du pays. Des mets qu'ils n'ont pas eu le plaisir de savourer en famille depuis bientôt 2 ans. L'ambiance ici me rappelle le pays. Nous sommes une famille de 6 personnes. Sans l'initiative royale, un retour au bercail aurait été quasiment impossible. Enfin, nous pourrons tous nous retrouver en famille. Notre bonheur est indescriptible. Je vais enfin pouvoir voir tous les membres de ma famille et faire la connaissance des nouveau-nés. Un souhait exaucé. Cette famille s'apprête à fouler le sol de la patrie dans quelques semaines. Et c'est le cas aussi d'Ilham qui, malgré le décès de sa mère, n'a pas pu rentrer au pays. Il y a quelque temps, ma mère nous a quittés des suites d'un long combat contre le Covid et je n'ai pas pu lui faire mes adieux. Grâce à ce geste royal, ça sera chose faite dans quelques semaines. Des amis ont perdu des êtres chers et n'ont pas pu rentrer au pays pour les funérailles. D'autres ont eu des événements plus heureux. L'éloignement géographique est frustrant. Vivement le retour au pays. Un retour qui s'annonce sous de bons auspices. En plus des tarifs encourageants de vols spéciaux, ces Marocains du monde auront droit à des rabais exclusifs dans tous les hôtels du royaume. De quoi leur assurer des vacances en famille à moindre prix. À présent, le point sur les chiffres de la campagne de vaccination. Sachez que 9 908 882 personnes ont jusqu'ici bénéficié de la première dose. Pour ce qui est de celles complètement vaccinées, eh bien, leur nombre s'élève à 8 954 030. Pendant ce temps, 219 nouveaux cas Covid, 260 nouvelles guérisons et 6 nouveaux décès ont été signalés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 4083. Les cas sévères ou critiques ont atteint 217, dont 8 placés sous intubation. Le retour à la vie artistique et culturelle fait partout des heureux. Il s'annonce avec des programmes prolifiques et alléchants.
Intéressons-nous à présent à la 42e édition du Moussem culturel international d'Asseila. Des expositions, des soirées musicales, des ateliers et des conférences. Bref, un programme électique à découvrir avec Anissa Boumedi, Mounia Marouche et Oumaima Ramli. Dès les premières heures de la matinée, ils se sont rendus à leur atelier à ciel ouvert. Même si leur style diffère, ces artistes partagent la même inspiration, la ville blanche et son âme solaire. Il leur a suffi d'un pot de peinture, un pinceau et une bonne dose de créativité pour mettre encore plus de couleurs dans la ville d'Asseila. Des fresques murales réalisées avec amour et passion. Très heureuse de participer au 42e Moussem d'Asseila. Et là, je suis restée dans la mer, parce que nous sommes au bord de la mer et c'est une ville en bord de mer où il n'y a que du bleu, du blanc. J'ai voulu faire la pieuvre, parce que c'est un animal très intelligent et sensible, et qu'il m'a beaucoup inspiré de l'âme et qu'il inspire pas mal de gens pour beaucoup de choses. Je participe au Moussem d'Asseila depuis 1990. Cette année encore, je participe avec une fresque murale. Ma peinture donne à voir les enfants d'Asseila. Ses mains Gilles subliment l'imagination. Elle nous entraîne dans un voyage à travers les formes et les couleurs. Les habitants et les touristes font une halte pour apprécier les peintures murales. En cette période d'incertitude, l'art apporte un air jovial partout à travers la petite perle bleue. En plus de la peinture murale animée par 11 artistes, cette session comprendra également des ateliers de sculpture et un atelier de peinture murale pour les enfants. Un atelier qui se tiendra dans les jardins du Palais de la Culture. Il y aura également l'exposition des Rabi'iyat, Printemps d'Asseila. Elle aura lieu dans le centre Hassan II des rencontres internationales. Grâce à ce Moussem, l'art s'offre au grand public. Il se pratique aux yeux de tous et s'expose dans les rues d'Asseila où il fait bon flâner. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée. On se retrouve demain 19h.